Donc cette communication pourrait s'appeler plus simplement Gérard Philipe et le théâtre populaire. Tu es le seul comédien de la génération d'après-guerre, écrit Jean Vilar dans une lettre à Gérard Philipe en 1954, qui ait compris sentimentalement le problème populaire, car c'est ainsi, sentimentalement, qu'il faut traiter ce théâtre populaire. Je me propose donc de réfléchir au rôle spécifique que Gérard Philipe a eu dans cette aventure du théâtre populaire et à son héritage aujourd'hui. Quelle était sa propre conception d'un théâtre populaire, indépendamment de celle de Jean Vilar, et en quoi a-t-il compris sentimentalement le problème populaire? Peut-on encore concevoir, dans un contexte qui a bien changé, un théâtre populaire à la manière de Gérard Philipe? Étrangement, le théâtre populaire n'a pas son équivalent au cinéma. L'expression cinéma populaire a parfois encore une connotation péjorative, synonyme de cinéma commercial. Par manque de temps, je laisserai totalement de côté la place complexe de Gérard Philipe au sein d'un cinéma populaire. Je me contenterai de rappeler, il faut peut-être que je mette mon... Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Excusez-moi. Donc je me contenterai de rappeler que la dimension mythique de Gérard Philipe, on l'a souvent dit, vient en partie de ce qu'il fut conjointement au cinéma et au théâtre, un acteur populaire, cette fois-ci au sens premier de aimé de tous, chacune de ses popularités rejaillissant sur l'autre. Mais de toute évidence, l'immense popularité de Gérard Philipe au cinéma a servi la cause du théâtre populaire et a contribué à la popularité de cette cause. Le comédien Maurice Coussonneau, qui participa lui aussi à l'aventure du TNP, confiait à Emmanuel Loyer en 1994 à propos de l'engagement politique des comédiens du TNP. On était plus ou moins concerné par le caractère populaire du TNP. Gérard Philipe, lui, est venu pour ça. De fait, comme vous le savez tous, c'est lui qui vient proposer à Vilar en 1950 de jouer dans le cadre du 5e Festival d'Avignon en juillet 1951 et qui signe dès septembre 1951 un contrat annuel avec le TNP dans les mêmes conditions que le reste de la troupe. Rappelons que Jean Vilar avait lui-même été appelé quelques mois plus tôt, en juillet 1951, par Jeanne Laurent, à reprendre la direction du théâtre du Palais de Chaillot, qu'il rebaptise, comme au moment de sa création en 1920 par Firmin Gémier, Théâtre National Populaire. Philippe est alors doublement célèbre, au théâtre notamment grâce à Caligula en 1945, au cinéma grâce notamment au Diable au corps en 1947, à la Chartreuse de Parme en 1948. Il a choisi un metteur en scène qui était en train de naître, a rappelé Georges Banu, mais dont les affinités correspondaient le mieux aux siennes, comme Philippe lui-même l'a revendiqué. Et pendant 8 ans, jusqu'à sa mort en novembre 1959, il fut, écrit Vilar, fidèle à cet engagement du premier jour. Engagement cohérent par rapport à des prises de position politiques qui s'étaient manifestées déjà avant 1951, sa participation à la libération de Paris en juin 1944, la signature de l'appel de Stockholm en 1950, avant même l'engagement dans le syndicat des acteurs dont il devient président en juin 1958. On connaît surtout la conception du théâtre populaire de Jean Vilar, du fait des nombreux écrits qu'il a laissés sur cette question. Mais le comédien qui rejoint Vilar et accepte sans réticence les règles du TNP, même salaire pour tous, refus du végétariat, a aussi sa propre réflexion sur ce que doit être ou pourrait être un théâtre populaire. Ces convictions se manifestent bien sûr à travers ses prises de parole au syndicat des acteurs, mais on en a aussi un aperçu grâce à l'ouvrage publié dès 1960 par Anne-Philippe et Claude Roy et aux précieux témoignages dans ce recueil de Michel Fontaine, animateur de théâtre, c'est-à-dire metteur en scène,
qui eut souvent des échanges avec Gérard Philipe sur cette question. À partir de ces différents éléments, je propose de dégager 5 principes qui me semblent définir pour lui un théâtre populaire, principes communs pour la plupart avec Jean Vilar et pour certains issus d'un héritage plus ancien, remontant non seulement à Romain Rolland, Maurice Pottecher ou Firmin Gémier, mais même au théâtre médiéval en France. Premier principe, le théâtre populaire comme théâtre pour tous. L'adjectif populaire, aussi ambigu que le mot peuple, renvoie, comme on le sait, tantôt au peuple comme ensemble d'une population, tantôt au peuple comme classe populaire à l'intérieur d'une nation. Pour Gérard Philipe comme pour Jean Vilar, le théâtre populaire qui se veut national, ce qui n'est pas anodin, renvoie à une conception du peuple comme ensemble de la nation et non comme classe populaire. C'est donc un théâtre pour tous et non pour la seule classe ouvrière. C'est un des points sur lesquels Vilar s'oppose à une position plus proche de la conception brechtienne ou à Sartre, qui lui a reproché, dans la revue Théâtre populaire, dirigée par Bernard Dort, d'avoir au TNP un public de petits bourgeois et non d'ouvriers, lesquels auraient besoin non pas de classiques, mais de textes écrits pour eux. Pour Vilar, la petite bourgeoisie fait aussi partie du peuple. En cela, Philippe et Vilar s'inscrivent dans la lignée de Maurice Pottecher, créateur dans les Vosges du théâtre du peuple à la fin du XIXe, mais aussi de Romain Rolland, auteur en 1903 de l'essai intitulé également Le théâtre du peuple, et enfin de Firmin Gémier, qui, au moment de la première création du TNP en 1920, écrivait, c'est ce qui est affiché, « Le théâtre populaire ne sera pas en principe réservé à la classe populaire, car il ne saurait y avoir de théâtre de classe. » Si l'on en croit les chiffres impressionnants du TNP entre 1950 et 1963, plus de 5 millions de spectateurs auraient assisté aux 3300 représentations du TNP. Cet objectif de faire venir un large public a bien été atteint, même si, de fait, Sartre avait raison, la part d'ouvriers y restait sans doute minoritaire. L'afflux de ce public fut large, nouveau à défaut d'être ouvrier, fut rendu possible par l'aura de comédiens prestigieux, et en particulier, bien sûr, de Gérard Philipe, mais aussi par la politique novatrice mise alors en place. Prix modique, ouvreuse salariée et suppression des pourboires, représentation à 20 heures précises pour me permettre le retour d'un public banlieusard, abonnement, réseau de communication avec les comités d'entreprise, matinée réservée aux étudiants de province pour lesquels étaient affrétés des cars. Mais c'est aussi la transformation architecturale presque du théâtre de Chaillot qui a contribué à cette volonté de faire du théâtre un lieu de rassemblement par-delà les classes sociales. Gérard Philipe adhère complètement à cette remise en question par Vilar du théâtre à l'italienne, à loge et à poulailler, comme il l'écrit, et c'est Gérard Philipe qui écrivait, autre citation, « Grâce au TNP, l'acteur participe davantage à l'action, il se sent un autre que dans le théâtre à l'italienne, car il n'a pas le poids de la herse sur sa tête, mais il reçoit un souffle qui vient de la salle, et il ajoute « Le vrai théâtre doit être un théâtre pour tout le peuple, d'où ma joie de jouer au TNP. » Deuxième principe, vous le connaissez, le théâtre populaire comme service public. Ce deuxième principe, conséquence du premier, c'est qu'un théâtre populaire, pour Gérard Philipe, est un théâtre conçu comme service public et donc subventionné par l'État. Pour Gérard Philipe, le théâtre, qui est un art, ne peut et ne doit pas être rentable. Michel Fontaine rapporte ainsi ces paroles. Le théâtre, écrit Gérard Philipe, est avant tout un art. Dès que l'on cherche à le rendre rentable,
on tombe dans les petites combinaisons commerciales qui ne peuvent que faire baisser la qualité du spectacle. Il faut donc souhaiter que les différentes actions qui ont lieu en ce moment aboutissent à une réorganisation du théâtre en France, en particulier que les subventions soient réparties différemment, d'une façon plus raisonnable. Tel est le sens de son action en tant que président du SFA, le syndicat français des acteurs. Il s'agit de demander un rééquilibrage des subventions versées par l'État à Paris et en province, la province étant alors très défavorisée. Et c'est ce qu'il écrit au Progrès Dimanche le 11 janvier 1957 en tant que président. « Ce que nous voudrions faire, c'est établir dans toute la France cet esprit unique au monde que Villars a réussi à créer au TNP. Cela suppose donc des subventions de l'État, ces mêmes subventions que Sartre, dans sa querelle avec Villars, reproche au TNP. Celle-ci aurait, selon lui, fait perdre à Villars sa liberté d'artiste et l'aurait contraint dans le choix de son répertoire, ce dont Villars, par ailleurs, s'est défendu. Toujours est-il que cette conception du théâtre comme service public, défendue aussi par Philippe au syndicat des acteurs, a rendu possible la création, quelques années plus tard, du ministère des Affaires culturelles confié à Malraux. Troisième principe, le choix d'un répertoire pour tous. Comment choisir des pièces qui soient accessibles à un large public ? Pour Gérard Philippe, le choix de l'œuvre est une question essentielle, explique toujours Michel Fontaine dans le même ouvrage. Ce choix doit tenir compte de la personnalité du public auquel on devait s'adresser, écrit Gérard Philippe. Il aurait conseillé à des adeptes d'un théâtre amateur de s'attaquer au théâtre classique, même si cela, écrit-il, demande un effort plus grand. Il se tromperait en jouant du moderne. Et puis, quels auteurs choisir parmi les modernes ? La plupart des pièces, aurait écrit Gérard Philippe, ne sont valables que pour un certain public parisien. Pourquoi Philippe exprime-t-il sa méfiance pour des auteurs choisis parmi les modernes, valables surtout pour un certain public parisien ? Est-ce après l'échec relatif de sa propre mise en scène de Nucléa d'Henri Pichette en mai 1952, ou celui en décembre de la même année de La Nouvelle Mandragore de Jean Vauthier, deux pièces qui ont dû être retirées de la programmation assez vite et ont donné lieu à une critique parfois virulente. En tout cas, cette position s'explique par le souci de toucher un public large qui ne se limite pas à un public parisien, indépendamment de l'intérêt qu'il pouvait avoir et qu'il a montré pour des œuvres novatrices et engagées comme celle d'Henri Pichette, qu'il a toujours défendue, et de bien d'autres. Les contemporains, par ailleurs, ne sont pas absents au TNP, puisque sur 57 pièces jouées entre 1951 et 1963, on trouve 24 œuvres modernes. Mais il a manqué sans doute au TNP des auteurs contemporains d'envergure. Il n'a pas eu son Coltès. Dans un numéro du journal mensuel du TNP, le journal intitulé Bref, Philippe confiait qu'il espérait qu'un auteur français contemporain se présente un jour et s'impose. Ainsi, sans délaisser pour autant des auteurs contemporains, Gérard Philippe défend, comme Jean Villars, le choix d'un répertoire classique au nom de principes à la fois esthétiques et politiques. Il s'agit de considérer que ce patrimoine classique est un patrimoine pour tous, qui n'est pas réservé à la seule bourgeoisie. Au principe du théâtre populaire conçu pour tous répond donc le principe d'une culture pour tous. Cette conception humaniste s'oppose à la position brechtienne de Bernard Dore ou à celle de Sartre qui reprochait à Villars de ne pas choisir des pièces écrites spécifiquement pour la classe ouvrière. En défendant une conception universaliste de la culture, Philippe, comme Villars, s'inscrit dans l'héritage des Lumières. Pour lui, il ne s'agit pas tant de défendre les classiques par opposition à un répertoire contemporain que de refuser l'idée qu'ils ne soient pas universels et accessibles à tous.
c'est ce qu'il écrit par ailleurs. Je crois qu'il y a différentes formes de culture, différentes profondeurs de culture chez les spectateurs, mais je crois que tous sont appelés à être touchés par les œuvres de grande envergure, pour ne pas dire les chefs-d'œuvre. Mais bien entendu, pour toucher tous les spectateurs, on peut penser qu'il considérait comme essentiel le jeu du comédien, comme était essentiel pour Villard le travail de la mise en scène. C'est ce qu'écrit dans son mémorandum Villard. Dire que les classiques du théâtre français sont devenus des formes culturelles bourgeoises, c'est-à-dire figées, c'est compter pour rien le travail du régisseur, c'est-à-dire du metteur en scène. C'est de la mise en scène, écrivait Villard, que dépend aujourd'hui l'éclairage sous lequel on voit les œuvres au théâtre. Quatrième principe, le théâtre populaire comme théâtre des collectivités. Ce quatrième principe, pour Gérard Philipe, c'est donc sa dimension collective. C'est ce qu'écrit encore Michel Fontaine, toujours dans le même ouvrage. La véritable définition du théâtre populaire pour Gérard était dans le terme théâtre des collectivités. Et Fontaine précise, en s'efforçant de restituer la pensée de Gérard Philipe, le véritable aboutissement de ce théâtre n'est pas en lui-même, mais dans les conversations entre les spectateurs les jours qui suivront la représentation. Je vais sauter un petit peu, car les spectateurs, en contact les uns avec les autres, créeront eux-mêmes la véritable action de ce théâtre. Les spectateurs créeront eux-mêmes la véritable action de ce théâtre. Pour Gérard Philipe, donc, si le théâtre populaire a une ambition éducative, c'est du fait de cette dimension collective et de la manière dont les spectateurs vont s'approprier la représentation. Elle suppose donc des spectateurs actifs qui vont créer eux-mêmes la véritable action de ce théâtre. La compréhension sentimentale dont parlait Villard réside peut-être en partie chez Gérard Philipe dans cette attention profonde au public. Un sens du public, bien entendu, partagé avec Villard, comme en atteste le dispositif mis en place au TNP, accueil du public avant le spectacle pour un apéritif-concert, possibilité de repas sur place, échanges et débats avec le public après les représentations, questionnaires distribués aux spectateurs dont les réponses étaient en partie publiées dans le journal du TNP. Or, Gérard Philipe fut particulièrement sensible à ce dispositif. C'est ce qu'il écrit. Grâce au TNP, j'ai l'impression que le spectateur ne vient plus au théâtre pour être isolé dans son fauteuil. Il s'y crée, écrit-il, une espèce de communauté, un coude à coude, comme au cirque. La dimension communautaire, elle est présente aussi du côté de la troupe du TNP. Chacun, on l'a dit et répété, il reçoit le même salaire, il n'y a pas de tête d'affiche, et Gérard Philipe accepte aussi de jouer des rôles de figuration. Il ne joue pas les stars, il participe aux échanges avec le public, on le voit sur une photo danser avec une spectatrice après une représentation. Ainsi, le théâtre populaire comme théâtre démocratique est mis en pratique aussi dans la conception de la troupe comme communauté laïque, là ce sont les termes de Jean Villard, une communauté d'êtres libres, conception à laquelle Gérard Philipe adhère politiquement et sentimentalement, renonçant parfois, on l'a souvent dit, à des rôles au cinéma beaucoup plus lucratifs pour suivre l'aventure du TNP. Cinquième principe, dont on peut voir les frémissements ou les promesses dans cette étonnante déclaration de Gérard Philipe à Michel Fontaine, je vous la lis, du temps où la vie de Jésus et la passion touchaient le peuple en son entier, c'était le peuple lui-même, c'est-à-dire une partie des spectateurs qui devenait le cœur et jouait la foule passionnée autour du Golgotha. Tandis que maintenant, ce sont les figurants qui sont appelés à faire semblant d'avoir une certaine passion, mais cette passion a disparu.
Cette évocation des mystères médiévaux, spectacles éminemment populaires auxquels toute la cité participe, dans lesquels une partie des spectateurs devient le chœur, dit Gérard Philipe, et joue la foule passionnée autour du Golgotha, est-ce que cette évocation ne serait pas le rêve du retour à un théâtre qui ne soit pas seulement un théâtre pour le peuple, mais aussi par le peuple? Sans doute Gérard Philipe pensait-il aussi, en évoquant les chœurs, aux grandes Dionysies et aux chants tragiques, aux chœurs tragiques ou comiques à Athènes. Sans doute aussi connaissait-il l'expérience menée par Pottecher à Bussang, mêlant professionnels et habitants du village. En tout cas, il n'est pas anodin qu'il ait ainsi replacé le projet du théâtre populaire dans la nostalgie d'une époque bien plus ancienne où n'existait pas de théâtre fermé, où tous les corps de métier participaient à l'élaboration du spectacle, où n'existait pas encore d'acteurs professionnels et où le théâtre n'était pas encore un loisir réservé à une élite. Ainsi, il me semble que Gérard Philipe a compris sentimentalement le problème populaire, dans la mesure où le théâtre populaire n'est pas pour lui une notion abstraite ou théorique, mais une réalité qu'il a vécue, incarnée, moi aussi je parle d'incarnation, aux côtés de Villard. Il l'a incarné dans sa relation forte avec le public, dans son implication de comédien, mais aussi de syndicaliste, sans doute plus engagé encore que Villard, qui n'était guère favorable au projet de décentralisation que Philippe a défendu en tant que président du FNA. Peut-on concevoir aujourd'hui un théâtre populaire? Quel héritage de Gérard Philipe? Est-ce que c'est un rêve périmé? On sait que cette conception a été fortement contestée en mai 68 et dans les années qui ont suivi. Patrick Chéreau, en 1972, dénonce l'illusion d'un théâtre populaire et d'une vision unanimiste de la culture, considérant que le rêve humaniste de l'après-guerre est mort. Je le cite, « Tout le monde sait qu'un rêve humaniste de l'après-guerre qu'au rêve humaniste de l'après-guerre a succédé un autre temps. Alors s'est ouverte une période radicalement différente dont certains entrevoient avec peine ce qu'elle sera, mais sans doute, j'ai dit très mal, mais dont tous savent que l'exercice du théâtre, entre autres, y sera radicalement changé. » Les différentes études sociologiques sur les pratiques culturelles des Français ont pu aussi conforter le sentiment qu'il s'agissait d'une utopie vouée à l'échec. Pourtant, je me plais à penser, à la suite de Laurent Fleury, que le TNP a représenté un démenti au discours d'échec de la démocratisation, comme il l'écrit dans un numéro passionnant des cahiers de la Maison Jean Villard de 2007. Voici ce qu'il écrit. « Avec le TNP de Villard, l'incroyable devient pensable pour des milliers d'individus. La sortie au théâtre était impensable pour un ouvrier ou une secrétaire en 1945. Elle devient pensable en 1951. » Cette expérience du TNP a rendu de fait légitime ce qui ne l'était pas auparavant, l'affirmation du théâtre comme service public, quand bien même on peut déplorer, à la suite de Claude Lycia, les dérives du service public dans le théâtre contemporain. Mais d'autres continueront ces songes. Ce titre, je l'ai emprunté à la fois à Firmin Gémier et à Jean Bellorini, qui a intitulé ainsi le spectacle qui fêtait à Villeurbanne les 100 ans du premier TNP. Ce spectacle s'intitulait « Et d'autres que moi continueront peut-être mes songes ». De fait, malgré ces dérives du service public, et notamment le star system, le souci de rentabilité que condamnait Gérard Philipe, on peut considérer que bien des hommes et des femmes de théâtre ont prolongé à leur manière, dans un contexte différent, ce rêve d'un théâtre démocratique à visée émancipatrice et se sont inspirés des 5 principes défendus par Gérard Philipe. On pense bien sûr
à Vitez, à son ambition d'un théâtre élitaire pour tous, reprenant une conception du théâtre populaire comme synonyme du théâtre pour le plus grand nombre, premier principe de Gérard Philipe. On pense à tous les théâtres qui se sont inspirés des dispositifs mis en place par le TNP pour faire venir un public plus large, abonnement, tarifs préférentiels, notamment pour les publics scolaires, deuxième principe de Gérard Philipe. On pense à tous les spectacles d'aujourd'hui qui revisitent et réactualisent les œuvres classiques au même titre que les œuvres contemporaines, avec sans doute une implication politique plus franche, si l'on pense aux dramaturges enquêteurs ou à des auteurs en scène comme Pomera ou Mouawad. On pense au Théâtre du Soleil et à cette conception d'un théâtre de collectivité, à la façon de Gérard Philipe, même sens de l'accueil du public qui forme une collectivité, même repas préparés sur place et servis par les comédiens, même exigence d'un salaire semblable pour toute la troupe. Notons enfin, cinquième principe, qu'un certain nombre de troupes de théâtre mettent en œuvre aujourd'hui cette idée à peine ébauchée mais non réalisée par Gérard Philipe et encore moins par le TNP, celle d'un théâtre non plus seulement pour le peuple mais aussi par le peuple. Il y a bien sûr ce fameux théâtre du peuple de Maurice Pottecher, cette utopie humaniste et artistique encore bien vivante aujourd'hui à Bussang, mêlant toujours professionnels et amateurs. D'autres depuis ont servi cet exemple. Jean Bellorini, directeur depuis 2019 du TNP de Villeurbanne, affirme avec force que c'est la pratique qui est importante pour les jeunes gens et qu'il faut systématiser la pratique artistique pour tout le monde. Ce qu'il a fait, par exemple, pour ce fameux spectacle et d'autres que moi continueront peut-être mes songes. On peut citer aussi plusieurs spectacles d'Olivier Py en Avignon en 2018 avec des détenus d'un centre pénitentiaire, en 2019 et 2021 en associant acteurs professionnels et habitants d'Avignon. Bien d'autres expériences théâtrales ont accueilli sur scène des non-professionnels, comme celle de Madani ou de Christiane Jataï dans Le présent qui déborde. Il s'agit là de démarches plus visiblement politiques, partant souvent d'enquêtes de terrain. Cette ouverture contemporaine à des comédiens non professionnels est à distinguer d'un réel théâtre d'amateurs dont Marie-Madeleine Mervent, dans un ouvrage collectif, a montré la vitalité depuis le premier tiers du XXe siècle, représentant, du fait de son public plus diversifié, une nouvelle espérance, écrit-elle, ou l'un de ses collègues, sur fond de crise interminable du rapport du théâtre aux couches populaires. Et pour renouer enfin avec le théâtre médiéval, citons l'existence souvent méconnue du théâtre de rue, qui a lui aussi son festival international, celui d'Aurillac, qui va au-devant de celles et ceux qui ne vont jamais au théâtre. À titre d'exemple, les Paddocks, marionnettes habitées de la compagnie Dominique Oudard et Jeanne Klein, allégorie de la condition humaine à la fois tendre et inquiétant, combinent à la fois théâtre de rue et travail auprès d'amateurs. Il y a donc, me semble-t-il, bien des choses à garder ou à retrouver de cet héritage de Gérard Philipe, notion de service public, sens du collectif, refus du vedettariat, attention permanente au public, exigence d'un théâtre élitaire pour tous. Et l'on comprend que Jean Vilar est salué en lui, celui qui avait déjà le pressentiment de ce que doit être, de ce que va être le comédien moderne, ou du moins le comédien des théâtres populaires. Merci.